Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Cas suspect de coronavirus au Togo. Le gouvernement précise que des dispositions sont prises pour éviter la contamination et invite la population à ne pas céder à la panique. La patiente est actuellement en isolement et son état de santé ne suscite aucune inquiétude. Journée internationale des droits de la femme, c'est bien demain 8 mars. Le Togo l'a célébré hier par anticipation sous le thème national de femmes togolaises à l'aune de Beijing plus 25, bilan et perspectives. La ministre en charge de la promotion de la femme note que plusieurs lois ont été adoptées qui assurent une plus grande protection aux femmes et qui corrigent les déséquilibres. Le président ivoirien Alassane Ouattara a mis fin au suspense sur sa candidature. Il a annoncé hier qu'il ne se représenterait pas à la présidentielle de 2020. Par contre, le processus de révision constitutionnelle a commencé. Le 1er mars dernier a été célébrée la Journée internationale de la protection civile. Au Togo, l'Agence nationale de protection civile prévoit plusieurs activités sur toute l'année. Monsieur Ouro Salim Rahim, directeur général adjoint de l'ANPC, est notre invité. Il revient sur cette journée, ses objectifs et les activités que mène l'association au Togo. À suivre également dans ce journal les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Épidémie du coronavirus, le Togo enregistre son premier cas de maladie. L'information a été donnée hier par le gouvernement et ceci en dépit des mesures de surveillance active à ses frontières. Théophile Dandako. Tout faire pour éviter la psychose. Voilà la mission que le chef du gouvernement confie à la presse par rapport aux informations sur le cas confirmé de coronavirus. Pour ce point de presse, Komi Selom Klassou a d'abord présenté le communiqué du gouvernement. Depuis l'apparition de l'épidémie au coronavirus, le Togo s'est préparé à y faire face en prenant notamment des mesures de surveillance active à ses frontières. Ainsi, une dame reçue en consultation présentait des signes évoquant une grippe au coronavirus, à savoir une fièvre, un mal de gorge et des maux de tête. Les prélèvements effectués et analysés au laboratoire national de référence le 5 mars 2020 ont révélé un résultat positif au coronavirus. Ce cas index est celui d'une patiente de 42 ans résidant à Lomé avec sa famille. Cependant, du 22 février au 2 mars 2020, elle a séjourné successivement au Bénin, en Allemagne, en France, en Turquie, puis a regagné le Togo via le Bénin par la frontière terrestre de Sanvikoji le 2 mars 2020. La patiente est actuellement mise en isolement au centre de traitement des maladies infectieuses pour une prise en charge adéquate. À ce jour, son état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure. Par ailleurs, toutes les personnes qui ont été en contact avec la patiente ont été identifiées et mises en quarantaine conformément au règlement sanitaire international. Une réunion du comité de crise, présidée par le chef de l'État, a été tenue ce vendredi 6 mars 2020. Toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation du virus. En conséquence, le gouvernement invite la population à ne pas céder à la panique et à respecter strictement les mesures de prévention recommandées. Une notification a été envoyée à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le locataire de la primature a ensuite répondu à quelques questions des hommes de médias, notamment les mesures prises pour éviter la contagion. Les médecins et le personnel qualifié avaient été déjà identifiés au cas où
avec les mesures qu'il leur faut pour que, en soignant, qu'ils ne soient pas eux-mêmes contaminés. La représentante résidente de l'OMS au Togo a partagé certaines informations. Fatimata Binta Diallo. Nous estimons que les dispositions et les mesures idoines sont prises depuis la déclaration de l'épidémie au niveau mondial pour que le Togo puisse être prêt. Ce qui fait que dès qu'il y a eu un cas, il a été tout de suite identifié, dépisté et diagnostiqué. Le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Mijiawa, a pris part à ce point de presse. C'est donc hier 6 mars que les femmes togolaises ont célébré par anticipation la Journée internationale des femmes. À l'occasion, la ministre en charge des droits de la femme, Tchabinandi Yantiare Kolani, a adressé le bilan des actions entreprises par le gouvernement à travers des panels de communication autour du thème Femmes togolaises à l'aune de Beijing plus 25, bilan et perspectives. Angèle Ontondi. La première communication développée dans le cadre de la célébration de cette journée porte sur la synthèse du rapport du Togo pour la mise en œuvre du programme d'action de Beijing plus 25, défis et perspectives. Il en ressort que le Togo, au cours des 5 dernières années, a mené beaucoup de réalisations dans les 12 domaines du programme. Tébien Amouzou Kotete Mazalo, directrice du genre. Le programme d'action de Beijing couvre 12 domaines et il y a plein d'actions qui ont été menées et les mesures qui ont été prises. Donc nous avons voulu que les acteurs puissent savoir ce que nous avons pu faire au niveau national et voir les défis qui nous restent à relever. Donc c'est dans ce contexte que nous nous sommes dit que cette année, nous n'allons pas célébrer de façon ordinaire la journée internationale de la femme, mais que chacun reparte avec ce qu'il doit faire, ce qu'il a fait et ce qu'il lui reste à faire. La deuxième communication a porté sur le plan national de développement, un outil novateur pour l'équité et l'égalité du genre. Et que Komlan, spécialiste en droit des femmes. Le PND a relevé qu'il y avait des statistiques désagrégées par sexe qui démontrent la situation des femmes dans différents secteurs et que cette situation est loin d'être enviable par rapport à celle des hommes. Le PND montre également qu'il ne peut être mis en œuvre qu'avec des principes directeurs et dans ces principes, il y en a 4, il y en a un qui concerne l'équité, le genre et l'inclusion. Donc le PND également intègre une grande rubrique dans laquelle on parle de la question de l'autonomisation de la femme et de l'équité du genre. La ministre en charge de la promotion de la femme, Tchabinandi Kolani Yantiare, a invité les participantes à relayer autour d'elle le contenu des thèmes débattus. Nous avons beaucoup échangé à travers les 2 communications relatives au PND et au bilan de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing plus 25. Je nous invite tous à mieux partager et à répandre autour de nous les messages pertinents véhiculés pour que le 8 mars de cette année, au-delà des festivités, ait une véritable incidence dans notre société. Des émissions et causeries débats vont se poursuivre durant tout ce mois sur l'ensemble du territoire dans le cadre de cette journée. Les femmes de l'Office togolais des recettes OTR se sont elles aussi jointes à cette célébration. Là, une opération de don de sang s'est invitée à la manifestation, une initiative des femmes de l'Office en collaboration avec l'association de la presse francophone Bénédicte Kanda. En initiant cette action humanitaire, les femmes de l'Office veulent apporter leur aide pour résorber la pénurie de sang à l'origine de nombreux cas de décès au Togo. Elles souhaitent à cet effet relever le défi en remplissant 300 poches de sang. Bileyo Donko, responsable du comité d'organisation de la Journée internationale des droits de la femme à l'OTR. Nous sommes partis du constat que la femme donnant la vie peut aider également à mobiliser pour sauver des vies. Les vies humaines qui se perdent, et moi je dis souvent gratuitement, on pouvait l'éviter en se faisant un geste de don de sang qui n'impacte en rien notre propre santé. Donc l'OTR avec ces femmes a voulu poser un geste pour pouvoir aider dans ce sens à sauver des vies. Plusieurs hommes, dont les patrons de
l'office ont accompagné les femmes dans cette démarche en donnant aussi du sang. Occasion pour le commissaire général des impôts de rappeler la place qu'occupe aujourd'hui la gente féminine au sein de l'institution. Et son Havana Adoui. Nous avons des femmes qui sont directrices, nous avons des femmes qui sont des chefs de division. Donc à des postes de responsabilité élevés, les femmes sont aussi représentées. Lorsque nous faisons le recrutement au niveau de l'office, il y a un certain pourcentage que nous relevons sur la femme. Parce que pour nous, la femme au niveau de toutes nos structures est très indispensable pour apporter sa contribution pour l'atteinte de nos objectifs. Plusieurs autres activités sont prévues pour le compte de cette journée à l'OTR. À l'état-major des FAT, l'édition 2020 de cette journée a été placée sous le thème « La gestion du personnel féminin dans les forces armées togolaises ». 3 communications ont été développées pour marquer le lancement d'une série d'activités organisées par les forces armées dans le cadre de cette journée. Madame Kenoua Djovi Eiram, médecin commandant, chef cellule du point focal genre des FAT. Nous avons 3 panels. Le premier panel a pour thème la gestion du personnel militaire féminin en unité dans les casernes. Et le deuxième panel a pour terme la gestion du personnel militaire féminin en opération de maintien de la paix. Donc le troisième panel, le thème c'est la gestion du personnel militaire féminin en période de maternité, car nous savons la maternité et la femme c'est un ensemble. Et comment est-ce que nous arrivons à gérer cette période-là en tant que femme militaire. Le général Adjito Komlan, représentant le chef d'état-major général des FAT, a salué les efforts consentis par le gouvernement togolais en vue d'améliorer les conditions de la femme togolaise en général et celles des forces armées togolaises en particulier. Selon lui, beaucoup reste encore à faire. Il est vrai que les conditions d'une égalité professionnelle hommes-femmes s'améliorent progressivement au sein des forces de défense et de sécurité. Nous sommes tous conscients qu'il y a encore des marges de progrès. Et s'il est acquis et compris que l'engagement des femmes dans les rangs de l'armée est indispensable à son bon fonctionnement, la réussite de ce processus repose sur la mise en œuvre de mesures d'accompagnement spécifiques et pose encore des défis qu'il convient d'appréhender avec lucidité pour en faire un succès pérenne. Premier du genre au sein des forces armées togolaises, l'atelier a vu la présence de Madame Abire Penzi, chef section promotion des mesures juridiques de la femme, représentant le ministre en charge de la promotion de la femme. Toujours dans le cadre de cette célébration, l'Association du droit français Cité-Tech Paris organise pendant 3 jours une compétition dénommée Arcanton, regroupant 20 projets élaborés par les femmes. Objectif, accompagné par un soutien technique, les femmes porteuses de 3 meilleurs projets. Ce concours vise aussi à aider les femmes à développer et à créer leur propre entreprise. Monia Maganda, fondatrice de Cité-Tech. Aujourd'hui, pour travailler sur des thématiques de l'entrepreneuriat et comment est-ce qu'on peut accompagner des porteurs de projets ou porteuses de projets pour développer leur action via le numérique. Plus de femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat. On est en train de développer un projet de Fab Lab mobile, c'est-à-dire un camion qui sera équipé des outils informatiques et numériques pour aller dans les quartiers pour permettre aux gens de pouvoir utiliser nos équipements et d'être accompagnés. C'est vraiment de donner l'opportunité à chacune aujourd'hui de pouvoir se saisir de cette chance grâce au digital. Et la journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars met en avant la lutte pour les droits des femmes, surtout en matière de la réduction des inégalités liées au genre. Parmi ces femmes battantes pour leurs droits se trouvent en bonne place les femmes de la communication. Qui sont ces femmes et que font-elles concrètement au quotidien? Élément de réponse dans ce magazine. Honoré Boulissatom, Angèle Opondi. Elles sont nombreuses à travailler jour et nuit dans les médias au Togo. Qu'elles soient journalistes, animatrices de programmes ou encore techniciennes, ces vaillantes femmes sont celles qui font parler d'elles à travers le travail bien fait. Je travaille pour des chaînes internationales, donc des fois il y a le boulot, des fois il n'y a pas. Des fois tu risques de faire un sujet, des fois non. En plus je suis une mère aussi. Mon travail à la TVT consiste à aller sur le terrain, couvrir les reportages avec ma caméra, revenir avec un bon rendement. À mes débuts, c'était vraiment la croix et la bannière, puisqu'ils se disaient que j'ai pas ma place parmi eux. Mais avec le temps,
ils ont compris que non, ils se sont trompés. Je me suis imposée par mon travail. Maintenant, l'ambiance, on vit comme des frères et des sœurs. Il y a des décennies, la femme était reléguée au second rang. De nos jours, la place de la gente féminine dans les différentes hiérarchies du champ médiatique togolais est beaucoup reconnue malgré les difficultés qu'elle traverse. Alice Berthe-Barandao, journaliste à Radio Lomé, en témoigne. Le travail de journaliste est déjà exigeant, contraignant. Et en tant que femme communicatrice, ça demande plus d'efforts parce que quand vous venez travailler, vous devez remplir les tâches ménagères avant d'arriver. C'est dans toutes ces difficultés-là qu'on se démène pour faire ce travail de la communication. Puisque ce travail honore, c'est ça qui nous donne cette force de pouvoir donner des résultats que vous appréciez. Sinon, être femme qui travaille, c'est vraiment du boulot. Il faut qu'on se dépasse pour le faire. Ces difficultés sont également vécues par bien d'autres femmes de médias. Être sur le terrain, chaque fois avec des hommes, tu verras aucune femme entourée de toi. Des fois, les hommes se moquent de moi et disent, tu es fille, tu viens foutre quoi ici? Actuellement, je fais 11 ans de carrière dans ça. Nous, les femmes de médias, nous sommes tellement confrontées à plusieurs problèmes. Il y a la pression des chefs et surtout, c'est pas facile avec nos maris. Ils ne comprennent pas du tout parce que c'est pas normal pour eux qu'une femme reste au service jusqu'à 20h, 21h, minuit, rentrer à la maison, c'est qu'elle fait des désordres. D'autres nous considèrent même que nous sommes des femmes infidèles. Mais c'est fou, le travail oblige. La lutte pour les droits de la femme reste une quête de tous les jours. En témoigne le thème international « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». La suite de cette édition, la campagne de commercialisation de la noix de cajou a été officiellement lancée hier. À Lomé, les acteurs parlent de 46 acheteurs grossistes, 178 sous-acheteurs et 20 exportateurs déjà enregistrés. Achat Borchamp, 325 francs CFA. Odette Pira. Première consigne officielle de cette campagne de commercialisation, le respect des règles régissant la filière de la commercialisation. Selon le ministre Bataka en charge de l'agriculture, la rigueur sera de mise. Ministre Noël Bataka. Ceux qui vont s'amuser cette campagne-ci à encore envoyer des gens sur le terrain pour aller faire de la fusion. Vous savez tout ce que vous appelez fusion. Jeter les mauvais KOR mélangés et puis venir pour dénaturer la qualité du produit. Dès que nous mettons la main sur un, nous allons en faire un exemple. Ceux qui vont mettre des camions à aller faire des transactions et puis passer par des frontières, dès que nous mettons la main sur un, c'est tout de suite, immédiatement, retrait de l'agrément avec mesure pénale. Parce que il faut qu'on apprenne à se professionnaliser. La filière se porte bien selon le président de l'interprofession de la filière anacarde. La production progresse. En 2017, elle est de 17 000 tonnes. En 2018, 15 000 tonnes. En 2019, 22 000 tonnes avec une prévision cette année de 25 000 tonnes. La vente cette année est de 325 francs CFA Borchamp. La consommation nationale est de 9 à 10 000 tonnes. Comme l'a Maoko, président du CIFAT, le conseil interprofession de la filière anacarde du Togo. La filière anacarde se porte très bien parce que, comme on vient de le dire, chaque année nous avons des progressions au sein de la filière. Elle était dans l'informel. Mais aujourd'hui, je veux vous rassurer que tout est formalisé. Et depuis la base, par l'organisation des familles jusqu'à la mise en place de l'interprofession. Le gouvernement envisage de transformer toute la production nationale de la noix de cajou au Togo. Transhumance apaisée au Togo, la préfecture de Aou dispose désormais d'un comité de négociation avec les agriculteurs. Les membres du dit comité ont été formés jeudi dernier à Asrama sur les techniques de négociation, notamment comment convaincre les agriculteurs et les propriétaires terriens pour qu'ils cèdent des portions de terre pour la mise en place de couloirs de transhumance. Nous retrouvons Odette Pira. La transhumance a démarré au Togo le 31 janvier pour
jusqu'au 30 mai prochain. Pour une transhumance apaisée dans le Haro, l'équipe de transhumance a mis en place un comité de négociation pour faciliter cette mobilité du bétail. Jeudi dernier, ils ont été outillés sur les stratégies de négociation. Halil Traoré, coordonnateur du PAMO Barma à ETD, Entreprise, Territoire et Développement. Les terres appartiennent aux collectivités qui doivent céder ces terres afin de pouvoir tracer les couloirs, faire les points de autres là. Donc il est important de négocier avec les gens. Et donc pour négocier là, il y a des techniques, des approches, des outils qu'il faut utiliser afin de pouvoir arriver à des sessions consensuelles, négociables, négociées, apaisées, qui va contribuer à l'apaisement de la transhumance et donc contribuer au développement de la filière et de l'économie d'une manière générale dans notre localité. La mobilité apaisée du bétail est une priorité du gouvernement. Occasion pour le CNT, le Comité national de transhumance de la localité, d'exhorter la population à la non-violence, suivant respectivement M. Halil Traoré, coordonnateur du PAMO Barma à ETD, Arudanou Kokou, deuxième adjoint au maire Haro 2, et M. Sebenou Yao, maire Haro 1. Il peut arriver qu'il y a quelques dévastations, quelques problèmes, mais la patience, aller doucement, saisir les responsables, saisir les ingénieurs, saisir ceux qui sont chargés de la transhumance afin qu'on puisse trouver des solutions consensuelles. Il ne faut pas se faire juger. La justice, il y a des gens qui rendent la justice. Se faire la justice, c'est ça qui est mal. On peut avoir raison, mais si on se rend justice là on a tout gâté. S'il y a un cas de conflit dans un milieu aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est d'aller s'adresser au comité déjà mis en place. La tolérance, la patience des uns et des autres et un peu plus d'honnêteté de la part des éleveurs qui pensent que les bêtes doivent manger à tout prix et ils livrent les produits des agriculteurs à leurs bêtes. Cette rencontre a été rendue possible grâce à ETD avec l'appui financier de l'ONG Active for Life à travers le projet PAMO Barma. Autre chose en page nationale, la traditionnelle opération Togo Propre a été encore respectée ce premier samedi du mois de mars. Conseillers, agents de la mairie et les populations de la commune Golfe 5 ont mis au propre les locaux de la mairie d'Aflaougakli, le rond-point du commissariat d'Ounou et les alentours de l'église et Kankar du dit quartier. Pour Amidor Kodjo, troisième adjoint au maire, c'est une opération citoyenne destinée à l'assainissement du milieu. Nous tenons à remercier le gouvernement qui a initié cette opération, qui est une opération pour l'assainissement du territoire, tous les premiers samedis du mois. Nous, à Plaogakli, nous avons pris ça à cœur et c'est une occasion pour nous de remercier la population qui n'a jamais cessé de nous accompagner. Et c'est également une occasion pour nous de les exhorter à sortir plus massivement les fois prochaines pour nous accompagner. À Atakwame, l'acte 3 de l'opération Togo Propre s'est déroulé à Dacha, chef-lieu de la commune Ogu 2. À l'occasion, les locaux de la mairie et le dispensaire ont été mis au propre. Jean Mizou, à Top Atakwame, nous en rend compte. Cette opération a mobilisé les conseillers municipaux de la commune Ogu 2, les membres de l'association ODA, basée à Lomé, les volontaires d'engagement citoyen, les CVD et CDQ et la population. Tout ce monde, à l'aide des outils de tout genre, a mis au propre les locaux de la mairie ainsi que ses alentours, le dispensaire et la voie conduisant aux 10 dispensaires. À l'issue de cette action, bien saluée par le maire de Ogu 2, M. Ogunke Noumovi, l'association ODA a offert des râteaux, roues, coupe-coupe et balais aux autorités communales en vue de soutenir les efforts de la collectivité en matière de salubrité publique. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé pour Radio Lomé. Pas de troisième mandat présidentiel pour Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien a surpris tout le monde en annonçant renoncer à la présidentielle d'octobre 2020. Par contre, le processus de révision constitutionnelle a bien commencé. Bénédicte Kanda.
C'était le but de la réunion du Parlement en congrès jeudi dernier à Yamoussoukro et ce devait être le thème central de l'allocution d'Alassane Ouattara. Le projet de révision constitutionnelle présenté par le président ivoirien a été totalement occulté par l'annonce de son retrait de la présidentielle, mais le processus de révision a bien commencé. Dans son discours de jeudi, le président Ouattara a présenté les grandes lignes de 3 réformes principales. La première concerne la fonction de vice-président. Il sera nommé par le nouveau président de la République et non plus élu sur un ticket comme le prévoit actuellement la Constitution. Certaines de ses prérogatives vont également être modifiées, mais il restera le dauphin constitutionnel. À moins de 8 mois de la présidentielle, cette réforme pourrait bousculer les stratégies des états-majors politiques. Autre réforme envisagée, en cas d'impossibilité d'organiser les élections parlementaires dans les délais, le Parlement pourrait rester en fonction jusqu'aux élections. La troisième réforme présentée jeudi concerne le pouvoir judiciaire. Elle vise à supprimer la Cour suprême et à mettre au même niveau la Cour de cassation, le Conseil d'État et la Cour des comptes. Ce projet de révision a été adopté hier en Conseil des ministres. Il sera sur la table des parlementaires réunis en congrès à partir de lundi prochain. Ils pourront faire des amendements, mais l'exécutif compte sur une promulgation le 18 mars. Le président congolais fait le pari risqué du rapprochement avec Israël. Félix Tshisekedi a profité de sa visite aux États-Unis pour annoncer la reprise des relations diplomatiques entre la RDC et Israël, ainsi que son soutien au plan de paix controversé de Donald Trump, au risque de déclencher une polémique notamment avec certains de ses alliés. Le médiateur de l'ONU pour la Libye a fini par renoncer à sa charge pour raison médicale officiellement, mais le manque de bonne volonté des médiateurs pourrait avoir eu raison de sa patience. Après plus de 2 ans de tentatives de médiation entre les Libyens, Gassam Salamé laisse son poste d'émissaire spécial de l'ONU à qui le voudra. Deuxième partie de cette édition, invité du jour. La communauté internationale a célébré le 1er mars dernier la journée de la protection civile. Une célébration observée au Togo par l'Agence nationale de la protection civile ANPC, qui prévoit plusieurs activités étalées sur toute l'année. Nous recevons ce samedi comme invité Monsieur Ouro Salim Rahim, directeur général adjoint de l'Agence nationale de protection civile ANPC. Notre invité revient sur cette célébration, ses objectifs et les activités menées par l'agence au Togo. Ouro Salim Rahim est au micro de Gabriel Ayena. Monsieur Ouro Salim Rahim, bonjour. Le 1er mars dernier, c'était la journée internationale de la protection civile. Comme toutes les institutions d'ailleurs de par le monde, la NPC également a célébré cette journée et a beaucoup d'activités. Avant qu'on aille plus en détail, qu'entendons-nous d'abord par protection civile? Merci beaucoup. La protection civile est un domaine vaste dans lequel on retrouve la gestion des risques de catastrophes. Et dans ce domaine, nous avons plusieurs volets. Donc on a pratiquement 4 étapes dans la gestion des risques de catastrophes. Il y a l'étape de la prévention, il y a l'étape de la préparation, l'étape de la réponse aux urgences et l'étape du relèvement de la population après une catastrophe. Alors, cette journée, comment est-elle née et en quoi réside son fondement? Je dois dire d'abord que l'Organisation internationale de la protection civile, c'est une institution internationale qui a été créée en 1940 pour aider les pays à lutter efficacement contre les phénomènes de catastrophes de par le monde. Et avec le temps, cette institution a intégré les agents du système des Nations Unies. Et depuis 1990, l'OIPC a décrété la journée du 1er mars comme journée internationale de la protection civile. Il faut dire que depuis 1990, le monde entier a commencé par célébrer cette journée. Mais pour ce qui est du cas du Togo, le Togo n'a adhéré à l'organisation qu'en 2014. Donc c'est depuis 2015 que le Togo particulièrement a commencé par célébrer cette journée. Et depuis lors, le Togo a été toujours au rendez-vous
par rapport à cette célébration. L'objectif principal de cette journée, c'est de rappeler les populations de par le monde les bonnes manières, les bonnes pratiques dans le cadre de la gestion des risques de catastrophes. Quand on prend l'exemple de cette année, le thème retenu, c'est la protection civile pour un secouriste dans chaque foyer. Ça veut dire que chaque secouriste qu'on a dans un foyer est un moyen d'aller vers une certaine résilience de la population. Puisque les catastrophes, ça ne prévient pas, donc ça arrive à tout moment. Le temps que les secouristes n'arrivent, donc il va falloir qu'au moins les premiers soins puissent être donnés par les gens qui sont proches. D'où la nécessité de ce thème de cette année, qui consiste à former les gens pour que dans chaque foyer, qu'on puisse avoir quelqu'un qui est à la main pour au moins apporter les premiers soins avant l'arrivée des spécialistes. C'est une célébration, nous le savons tous, Monsieur Orosalim, qui couvre toute l'année et plusieurs activités sont sous programme effectivement. Que fera cette année la NPC au cours de cette célébration? La NPC a programmé plusieurs activités, parmi lesquelles les séances de sensibilisation à travers les chaînes de radio et de télévision. Donc au-delà de ça, nous avons des directions régionales. Donc au niveau de ces directions régionales, notamment à Tapamé et à Kara, on va organiser des séances de sensibilisation à travers les caravanes qui vont sillonner les grands ateliers de ces deux villes que je viens de citer. Donc au-delà des séances de sensibilisation, il y a des formations qui sont prévues à l'endroit de certains groupes organisés. Donc pour que cette formation puisse être dupliquée à leur tour au niveau de la base, notamment les populations à la base, pour que nous puissions atteindre l'objectif premier de ce thème qui est de disposer au moins d'un secouriste dans chaque foyer. Vous l'avez dit, le thème de cette année, c'est de procurer à chaque famille un secouriste. Dites-nous, comment est-ce que cela va se dérouler? Oui, je l'ai dit tantôt que c'est à travers les sensibilisations et les formations. Nous avons ciblé certains groupes organisés qu'on va former et ces groupes organisés seront chargés de dupliquer la formation au niveau de leur base pour que la formation puisse être disséminée au niveau de la population pour qu'à la fin, qu'on puisse disposer d'un secouriste par foyer. Parce que la journée, elle se célèbre du 1er mars 2020 au 28 ou 29 février 2021. Donc ça couvre toute l'année. Donc nous avons toute l'année pour planifier toutes ces genres d'activités pour atteindre l'objectif. Voilà, nous allons peut-être finir par savoir un peu sur la NPC. C'est depuis 2017 que la NPC est née, ou elle est créée, si on peut le dire ainsi. Qu'est-ce que vous avez déjà fait là? Un petit bilan? L'agence a été créée en 2017 et depuis lors, on a commencé peu à peu l'opérationnalisation de cette agence. Donc au départ, on était une vingtaine de personnes qui animaient toute l'agence. Maintenant, nous sommes pratiquement plus de 200 personnes qui animent cette agence. Donc ça veut dire qu'il y a un pas qui est fait avec l'appui du gouvernement qui ne cesse de nous apporter un soulagement en termes d'opérationnaliser nos différentes structures. Donc, dans la création de cette agence, il était prévu des directions régionales qui sont actuellement opérationnelles. Il y a une direction régionale sud qui est basée à Takwame, qui couvre toute la zone sud du Togo, et une direction régionale nord qui est basée à Kara, qui couvre toute la région nord du Togo. Et au-delà de ces deux directions régionales, nous avons des antennes préfectorales. Les antennes préfectorales, pourquoi? Parce qu'il y a certaines zones qui sont vraiment vulnérables aux stations d'urgence. Donc, par rapport à cette vulnérabilité, on a essayé d'approcher la protection civile vers ces populations. C'est pourquoi nous disposons actuellement de 5 antennes préfectorales qui sont opérationnelles. Notamment, il y a une antenne à Nero, il y a une antenne à Gerenkouka, il y a une antenne à Palimé, il y a une antenne à Dapon et récemment une antenne qui vient d'être créée à Sotoua. La difficulté, il y en a, ça ne manque pas. Donc, vous comprenez que l'agence, c'est une structure jeune, donc, et dans sa mise en œuvre, il y a toujours des difficultés. Il y a toujours les difficultés liées aux moyens logistiques, aux moyens humains. Mais comme je l'ai dit, avec l'appui du gouvernement, on est en train de pouvoir surmonter ces différentes difficultés. Le message à l'endroit de la population, c'est de demander à chacun d'entre nous de se mettre à disposition de l'agence, de collaborer avec toutes les structures impliqués dans la gestion des risques de catastrophes. Je veux dire les acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophes, donc de collaborer avec tous ces différents secteurs pour que nous puissions aller vers la résilience de nos communautés. La résilience de nos communautés, ça veut dire renforcer les capacités des populations à mieux faire face aux risques de catastrophes. Donc un appel est lancé à toute la population pour que chacun de son côté puisse contribuer à la résilience de nos communautés. Résilience pourquoi? Parce que les catastrophes, elles ne préviennent pas et elles sont transversales. Donc il n'y a pas une quelconque communauté qu'on dise que c'est celle-ci qui doit être
frappés par les catastrophes ou certaines autres. Donc tout le monde peut être victime d'une catastrophe. Donc il va falloir que nous tous nous conjuguions nos efforts pour que nous puissions renforcer nos résiliences face à ces différentes catastrophes. Monsieur Ouro Salim Rahim, merci. Merci beaucoup. Écho du Palais. Le nommé Kokou, âgé de 58 ans, a violé la petite Odette, âgée elle de 12 ans. Accusé d'abus sur mineur, il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Âgé de 58 ans, le sieur Kokou, résident au quartier Noukafou, a été accusé de pédophilie sur une jeune fille de 12 ans. Les faits remontent à 2010 où le sieur Kokou, une fois dans la maison de ses voisins où on vend du vin de palme, en a pris jusqu'à un état d'ébriété. C'est dans cet état d'ivresse qu'il a conduit la jeune Odette jusqu'aux toilettes où il a forcé à coucher avec lui tout en l'empêchant de crier. Après que le violeur s'est défoulé sur elle, la victime racontera sa mésaventure à ses parents qui porteront plainte ensuite. Accusé d'abus sur mineur, le sieur Kokou a reconnu les faits. Mais une fois devant le juge d'instruction, Kokou niera son acte. Selon lui, c'est Odette qui l'aurait traîné ce jour-là dans son état d'ivresse jusqu'aux toilettes. Une autre raison évoquée par l'accusé est que sa victime lui faisait des avances et à voir sa corpulence, il se croyait devant une grande fille et non une gamine de 12 ans. Des arguments qui n'ont pas du tout convaincu les juges, car la mineure Odette est protégée par la loi. Et c'est ainsi que le sieur Kokou a été condamné à 10 ans d'emprisonnement, dont 4 ans avec sursis. Ayant passé 6 ans à la prison civile, il a finalement recouvré la liberté. À samedi prochain. Revue de presse. La plupart des parutions de la semaine sont revenues sur l'élection présidentielle du 22 février dernier, notamment la confirmation par la Cour constitutionnelle de la réélection de Faure Essozomna Nyazingbe avec 70,78% des suffrages exprimés. Revue de presse, Léontine Atogima. La Cour constitutionnelle confirme la réélection de Faure Gnassingbé, écrit la lanterne. Faure Gnassingbé, vainqueur avec 70,78%. Ce sont les résultats définitifs de la présidentielle du 22 février, rajoute le messager. Le vainqueur de ce scrutin repart pour 5 ans de gouvernance, précise l'économiste. Faure Gnassingbé est proclamé président de la République par la Cour constitutionnelle. La requête d'Agbome Kodjo, elle autre, est rejetée, précise Kamgou. Pourquoi introduire alors un recours et chercher à défier l'autorité dans la rue, s'interroge le dialogue. Ouara, les vainqueurs révèlent que la requête du candidat malheureux Agbome Kodjo a été rejetée par la Cour constitutionnelle après examen pour faute de preuves. Jusqu'où ira le candidat de la dynamique Kodjo avec ses allégations basées sur des ragots sans fondement, se demande l'hebdomadaire. Le libéral répond à Guillaume dit ne pas se reconnaître dans les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Il quémande un second tour de scrutin et nomme en même temps un premier ministre, renchérit la lanterne. Dunia Le Monde, abondant dans le même sens, trouve qu'Agbome Kodjo a franchi un cap supplémentaire dans sa défiance. Pour le Mania libéré, le protégé du prélat Kodjo, toujours dans ses agitations malgré les conseils de la CEDEAO, continue de défier l'autorité de l'État. Et si Agbome Kodjo descendait sur terre, interpelle une nouvelle opinion. L'éveil de la nation révèle que les qualités républicaines d'Agbome Kodjo sont à l'épreuve de l'acharnement de Monseigneur Kodjo. Le dialogue se demande alors, et si la conférence des évêques du Togo rappelait l'évêque Kodjo a ses responsabilités. Au contraire, relate l'Union pour la patrie, les évêques du Togo cautionnent aujourd'hui les nombreux déplacés, réfugiés ou morts occasionnés par les fraudes de Kodjo quand il était aux affaires. Chronique de la semaine note également qu'au lieu de condamner les dérives de l'homme d'église, la secte l'encourage plutôt dans ses errements. Triste, s'exclame le messager, qui ajoute que le parti politique clé invite les évêques à la neutralité
et à la réserve. Liberté confirme le soutien des évêques à Monseigneur Podro à sa une. Les évêques appellent à la vérité des urnes et expriment leur solidarité à leur père. L'alternative, elle, autre remarque que la conférence épiscopale ne réclame que la vérité des urnes. La recherche de la vérité doit faire corps avec la responsabilité, rappelle Togo Matin. Selon le quotidien privé, le test de la conférence des évêques du Togo est un test de plus qui vient s'ajouter à la longue série de prises de position qui condamnent un camp par rapport à l'autre. Une élection de plus qui divise les Togolais, déplore la dépêche. Contestation des résultats de la présidentielle, bientôt une grande manifestation des forces démocratiques annonce l'alternative. Monseigneur Podro et Agbome Kodjo ne pourront pas manifester, indique le ministre en charge de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi, dans les colonnes de Togo Matin. Agbome Kodjo appelle donc la France, l'Allemagne, l'Union européenne et le Vatican à reconnaître sa victoire. Place au travail en toute humilité, exhorte le candidat élu Fort Esozimna Nyasingbe à la une du journal Le Messager. Le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal magazine pluriel. Merci de l'avoir suivi et merci de nous être restés fidèles.